Eh bien bonjour et bienvenue à ce webinaire démystifiant l'acoustique des espaces de bureau, au sens où ce webinaire s'adresse à la fois à des personnes qui ne sont pas forcément des acousticiens, mais qui contribuent à l'acoustique des espaces de bureau. Je pense aux designers, je pense aux architectes, aux responsables d'environnement de travail, aux assistants à maîtrise d'ouvrage. Donc, je vais aborder dans ce webinaire quelques notions d'acoustique pour vous familiariser avec celle-ci. Et le webinaire s'adresse également aux acousticiens, surtout dans la dernière partie de celui-ci, où je vais parler plus spécifiquement du masquage sonore. Alors, donc ce webinaire aura trois parties. Une première partie où je vais parler de concepts et de mesures acoustiques. Une seconde partie où je vais donner quelques paramètres de conception très basiques, mais déjà pour éviter de commettre de grosses erreurs. Et puis ensuite, j'évoquerai le masquage sonore. Alors qui je suis? Moi je suis ingénieur, j'ai un DEA en acoustique, hein, ça s'appelait pas master à l'époque, mais voilà, c'est un DEA. J'ai 18 ans d'expérience en acoustique, et donc je suis fondateur de deux sociétés dans le domaine de l'acoustique. Une première qui s'appelle Augmented Acoustics, une seconde qui s'appelle S Acoustics, qui est dédiée au masquage sonore, je vais y revenir. Et puis si cela vous intéresse, j'anime également une chaîne YouTube autour de la démystification de l'audio et de l'acoustique. Euh, voilà. Donc S Acoustics, c'est une société qui est partenaire de SoftDB. Et SoftDB, c'est une firme d'ingénierie acoustique québécoise. C'est la plus grande entreprise du Canada qui a des domaines d'activité à la fois dans l'acoustique architecturale, acoustique industrielle, acoustique environnementale, et également qui est un des leaders mondiaux dans le domaine du masquage sonore. Alors moi, ma casquette, elle est essentiellement sur le masquage sonore, c'est-à-dire que j'accompagne des acteurs comme vous, aussi bien acousticiens qu'architectes, en proposant ces solutions de masquage. Alors, l'environnement sonore est invisible. Alors, le son, ça se voit pas, et de fait, il est souvent négligé, alors que la qualité acoustique d'un environnement, elle est réellement critique pour le confort et le bien-être des collaborateurs, pour leur productivité évidemment, et donc ça va jouer sur leur capacité à se concentrer, ça va jouer sur la confidentialité des échanges que l'on peut avoir dans un environnement acoustique. Et vous le savez, depuis 2 ans, les collaborateurs ont beaucoup travaillé depuis chez eux, dans un contexte acoustique particulier, en général très calme. Et donc de se retrouver en open space avec le collègue à 5 bureaux qui parle un peu fort, ou un autre collègue qui tape un peu fort sur son clavier, l'environnement qu'ils ont connu chez eux va être fortement perturbé. Alors, les défis majeurs de l'environnement acoustique, il y a eu quelques études qui ont été menées sur ce sujet-là. Alors, plus de la moitié des travailleurs ben, rapportent être distraits par les conversations des autres, et puis un bon tiers par d'autres types de sources de bruit, le photocopieur, le bruit de circulation, etc. Euh, un autre aspect, c'est que le bruit, l'intimité sont une des principales difficultés rencontrées aussi sur les lieux de travail. Et donc, ce sont des enjeux aussi bien pour les gestionnaires d'immobilier d'entreprise, les gestionnaires de ressources humaines, qui doivent apporter du bien-être aux collaborateurs et fournir des lieux de travail confortables. Et par ailleurs, lorsqu'on pense à une architecture de bureau, il faut aussi songer aux besoins de confidentialité. Il y a dans beaucoup de domaines, c'est nécessaire. Je prends l'exemple d'un cabinet RH, on n'a pas forcément envie d'entendre la conversation qu'on a avec son responsable des ressources humaines. Et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des cloisons super étanches pour y arriver. Mais on va y revenir un peu plus loin. Donc quelques concepts acoustiques. En fait, je vais vous parler de 5 critères utilisés par les acousticiens pour caractériser l'acoustique des locaux et sur lesquels ils travaillent.
des notions importantes à connaître, même si je vais rester, encore une fois, très haut niveau. Premier concept, c'est l'absorption. Alors, l'absorption, c'est la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie sonore. Vous voyez là sur la figure, il y a le son qui arrive sur la paroi, une partie est absorbée, une partie est réfléchie. Et vous comprenez bien que selon le type de matériaux utilisés, ben, ce son va plus ou moins se réfléchir. On comprend bien intuitivement que le béton réfléchit plus que la fibre de verre. Alors, on utilise un coefficient d'absorption, le coefficient d'absorption acoustique qui s'appelle alpha avec un petit indice, alpha W ou autre. En Amérique du Nord, on a d'autres types on utilise CRB ou NRC. Mais voilà, ça permet de caractériser le niveau d'absorption d'un matériau. Et pour avoir un certain confort dans les bureaux, ben, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on met des matériaux feutrés, poreux, pour améliorer l'absorption, afin de réduire le bruit ambiant dans le local. Alors, on peut voir là sur les figures ben, qu'on a fait des traitements aussi bien au niveau des murs que sur les plafonds. On voit les petites perforations. Alors, en dessous, il y a généralement un matériau qui absorbe. Pensez aussi que ben, un canapé absorbe aussi le son. Autre critère très important, c'est la réverbération. Alors la réverbération, c'est quoi? C'est la persistance du son dans un espace. Vous êtes déjà rentré dans une pièce vide, ben, il y a le son direct, et puis ensuite vous avez le son qui va se réfléchir sur les parois, et puis ensuite tout ça va se mélanger, c'est ça qu'on va appeler la réverbération. Et vous imaginez bien que tous ces sons vont rajouter du niveau sonore dans le lieu. Et donc on a un critère qui s'appelle le TR60, ou RT60. Et donc en fait, c'est lorsque on fait une mesure, on émet un son, et puis lorsqu'on arrête ce son, eh bien, on mesure le temps que met ce son pour disparaître d'un niveau de 60 dB, enfin, qui soit atténué de 60 dB. Et c'est ce qui va déterminer le temps de réverbération de la pièce. Alors, dans un bureau fermé, on a des temps de réverbération de l'ordre de la demi-seconde. Bon, vous avez quelques temps de réverbération typiques. L'église, vous avez déjà testé les églises de cathédrale, on est sur des temps de réverbération de 4, 5, 6 secondes. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est pour ça que dans les morceaux de musique qui sont joués à l'orgue dans les églises sont souvent des morceaux lents. C'est parce que le temps de réverbération est très important. Voilà pour la petite anecdote. Et donc, c'est important de contrôler la réverbération, notamment dans les aires ouvertes, afin de contrôler le niveau de bruit ambiant, évidemment, parce que tout ça se rajoute. Il y a aussi des enjeux de réduire la propagation sonore dans ce lieu-là, et évidemment, il s'agit aussi de contrôler les échos. Donc, c'est vraiment une problématique potentielle qu'on peut rencontrer dans les espaces ouverts. Le troisième critère très important, c'est ce qu'on appelle la perte par transmission ou l'indice d'affaiblissement acoustique. Alors, pour vous résumer ça, en fait, il s'agit d'un critère qui évalue, vous voyez là dans cette pièce-là, il y a des personnes, c'est la cloison qui est entre les deux, donc combien elle va affaiblir le son des personnes qui sont en train de parler dans la pièce à côté. Et donc évidemment, plus l'indice est élevé, meilleure est l'isolation dans la pièce. Alors par exemple, là, vous voyez, il y a un niveau de 80 dB sur la droite, et bien, si on met une paroi qui a un critère d'indice d'affaiblissement acoustique de 40 dB, eh bien, on devrait retrouver 40 dB dans la pièce à côté. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, le son, il passe pas que par la paroi, il peut passer par le faux plafond. Comme vous pouvez voir, le faux plafond, il n'y a pas de paroi entre les deux pièces. Et puis, selon comment est placée la paroi, il peut y avoir des fuites qui réduisent ce niveau-là. Et donc, il y a un critère de mesure sur site. Donc,
En France, on appelle ça le DN, et donc on peut, classiquement, on perd de l'ordre de 5 dB. Donc il faut être bien conscient que la performance réelle est régulièrement inférieure aux attentes. Donc il ne s'agit pas que de mettre des parois, il s'agit de bien mettre ces parois-là. Parce que le son est assez pernicieux, il se faufile partout où il y a des fuites. Vous voyez là, j'ai une personne qui est installée à son bureau d'open space. Il a des parois autour de lui. Donc le son, s'il parle au téléphone par exemple, une partie va être absorbée par l'écran, mais il y a une partie qui va passer au travers de l'écran par transmission, une partie va passer au-dessus de l'écran, et puis il y aura aussi une partie qui sera réfléchie au plafond. Voilà. Donc le son, il passe partout où il peut passer. Donc il faut faire attention quand on conçoit des aménagements de travail, de toujours avoir cette préoccupation en tête. Un autre critère fondamental, c'est le niveau de bruit de fond. Alors le niveau de bruit de fond ambiant provient de différentes sources. Hein. C'est les équipements de ventilation, le trafic à l'extérieur, les conversations. Et donc le bruit de fond va affecter à la fois le confort acoustique et l'intelligibilité des conversations. Mais pas forcément de manière aussi intuitive qu'on pourrait le croire. En fait, vous comprenez bien que s'il y a peu de bruit de fond, eh bien, on va très bien comprendre les conversations, et à la rigueur, ça va être gênant, parce que si on a un collègue à quelques bureaux de là qui parle au téléphone et qu'on comprend tout ce qu'il dit, c'est gênant. A contrario, si il y a trop de bruit de fond, eh bien là, on est dans une problématique où c'est insupportable de travailler. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est non pas de supprimer le bruit de fond, mais plutôt de le contrôler. Et donc c'est un des aspects que va apporter le masquage sonore, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Alors il y a des critères, hein, pareil, que vous avez peut-être déjà vu. En France, on utilise le critère NR, et donc il y a les cabinets d'acoustique s'appuient sur certains critères pour amener à des niveaux de bruit de fond qui soient jugés comme acceptables. Alors quand je dis bruit de fond acceptable, voilà, c'est important de bien comprendre que avoir des bureaux très silencieux, c'est pas forcément la panacée. Déjà, l'être humain n'a pas l'habitude d'être dans un environnement silencieux, naturellement, je veux dire. Il y a toujours un peu de source de bruit autour de lui. Et le fait d'avoir trop peu de bruit de fond dans un open space, eh bien, ça peut être inconfortable, comme je l'ai expliqué précédemment, et puis ça pose une autre problématique, c'est la problématique de confidentialité des conversations. Et évidemment, trop de bruit de fond n'est pas acceptable non plus. Donc, comme souvent en acoustique, tout ça c'est une histoire de compromis, il faut trouver le bon compromis dans le travail que va faire l'acousticien. Trop d'absorption, trop de silence n'est pas forcément un gage de confort pour les collaborateurs. En effet, un critère qui est parfois un petit peu négligé et qui est fondamental, c'est le critère d'intelligibilité des conversations. Il y a plusieurs indices qui existent. Alors, je vais vous en citer deux. Il y a le Speech Intelligibility Index, le S2I, ou les indices de transmission de la voix, STI, RASTI. Donc, vous voyez, quand ils sont faibles, ces indices, l'intelligibilité perçue est très mauvaise, et quand ils sont élevés, l'intelligibilité perçue est excellente. Il faut bien voir que ce n'est pas forcément ce qu'on recherche, d'avoir une intelligibilité perçue excellente. Je reprends l'exemple de l'entretien d'un collaborateur avec son responsable des ressources humaines. Eh bien, on n'a pas envie que les collègues à côté comprennent ce qui se passe. Donc, lorsqu'on est à côté d'un bureau où on entend toutes les conversations, on est dans une situation où il n'y a pas de confidentialité, et mettre des cloisons qui coupent ce son, c'est potentiellement très coûteux.
Donc, c'est là où vous allez commencer à comprendre en quoi le masquage peut être intéressant, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure où on n'a pas envie que l'intelligibilité perçue soit bonne. Et au-delà des entretiens dans des bureaux, quand on est dans un open space, on n'a pas forcément envie de comprendre ce que dit son collègue à 5 bureaux de là, parce qu'en fait, ça nous distrait, ça nous empêche de nous concentrer. L'intelligibilité, elle est fonction de 3 paramètres. La puissance de la source, la puissance de la personne qui parle, le paramètre de transmission entre la source et le récepteur, donc la personne qui va entendre, et donc le bruit ambiant au niveau du récepteur. Alors vous voyez là, sur cette figure, la personne qui parle au milieu, bah, on peut comprendre que c'est normal qu'elle perturbe les personnes qui sont juste autour d'elle, mais ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'elle perturbe les personnes qui sont dans la zone verte, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors à présent, je vais vous donner quelques paramètres de conception, alors toujours à l'attention des designers, des architectes, des responsables d'aménagement dans les entreprises. Alors, ce sont des concepts assez basiques. Je ne saurais que vous encourager, lorsque vous réfléchissez à réaliser une nouvelle occupation de bureau, à vous rapprocher d'acousticiens pour vous accompagner. Mais là, déjà, je vais vous donner des grandes règles. Alors, la première chose à avoir en tête, c'est que vous avez un fabuleux outil dans des bureaux, ce sont les plafonds. En effet, les plafonds, en général, il y a pas grand-chose hormis des luminaires et hormis parfois de la ventilation. Donc vous avez de la place pour mettre des choses, et puis quand vous avez 10 000 m² de bureau, vous avez 10 000 m² de plafond. Et c'est là où on peut jouer pour améliorer l'acoustique des locaux, en mettant des tuiles, lorsqu'on a des faux plafonds, en mettant des tuiles plus ou moins absorbantes. Alors justement, je voudrais un petit peu parler de cet aspect-là. Il est cohérent de penser qu'il faut des tuiles absorbantes pour réduire les niveaux sonores, faire en sorte qu'il y ait un confort le plus important possible. Alors, il faut bien avoir en tête que lorsqu'on absorbe du son, potentiellement, il va passer au travers de la tuile, et il va potentiellement polluer ailleurs. Alors, dans le cadre d'un open space, c'est pas gênant, puisque le son, il va être absorbé. Et donc, on peut même imaginer mettre des panneaux de plus en plus absorbants. C'est moins le cas dans le cadre des bureaux fermés, mais j'y reviendrai. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que plus on met des tuiles absorbantes, plus le coût est élevé, hein, ça augmente, le prix augmente de manière assez exponentielle, donc c'est un compromis à trouver. Mais c'est très efficace. Là, c'est une étude qui a été menée par SoftDB, où ils ont été amenés sur un projet à changer toutes les tuiles de plafond, et vous voyez qu'on a réussi à gagner en niveau de bruit de 3 à 4 dB, ce qui est assez remarquable, en changeant les tuiles de plafond. Donc le plafond, c'est vraiment un outil déjà pour apporter un confort dans les bureaux. Alors, je reviens à l'exemple des bureaux fermés. Là, si on a des tuiles qui absorbent bien, potentiellement, on va se retrouver dans un contexte où ça va polluer le son d'un bureau, va polluer le son de l'autre bureau. Et donc là, on est plus dans un cas de figure où il faut pas trop, faut plutôt des tuiles qui ne transmettent pas trop le son, et donc qui sont de fait moins absorbantes. Voilà, donc c'est un compromis, comme souvent en acoustique. Alors, ensuite, je vais vous parler des cas de figure où il n'y a pas de faux plafond. Et donc là, on est clairement dans des problèmes typiques de réverbération, de transmission sonore accrue, de niveau de bruit plus élevé. Et vous l'avez peut-être déjà vu, ce que font les acousticiens dans ce cas-là, c'est qu'ils proposent de mettre soit des baffles suspendus au plafond, ou des panneaux absorbants, comme vous pouvez le voir sur la droite.
Il y a un exemple où les choses sont très bien faites, hein, si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est sur la gare RER, à la gare du Nord, je me souviens plus comment elle s'appelle, où bah, les parois de la station de RER ont été recouvertes de panneaux absorbants, et c'est très 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 efficace. C'est assez bluffant par rapport à d'autres stations de métro ou de train. Je vais vous citer l'exemple de la gare de Massy, où là pour le coup c'est assez catastrophique, la gare RER de Massy. Voilà, donc c'est important de bien traiter les locaux dans des bâtiments pour avoir un confort acoustique qui permette aux personnes d'être confortables. Alors un petit mot sur les portes, puisque évidemment, quand on parle d'insonorisation des locaux, ben, un des points sensibles, c'est les portes, puisque c'est là où potentiellement il peut y avoir des fuites. Et pourquoi je vous montre ces exemples-là, c'est que si vraiment on veut des choses très étanches, ben, il faut avoir des portes qui sont chères, qui sont lourdes, qui ressemblent à des portes de bunker. C'est celle que vous pouvez voir au milieu sur la droite surtout. Euh, donc, si on cherche vraiment à avoir quelque chose qui soit complètement insonorisé, ben, on se retrouve avec des objets qui ne sont pas forcément très conviviales. Et donc, j'en reviens au fait que ben, vouloir faire des choses très, très calmes ben, a des conséquences, et notamment des conséquences en matière de coût. Et pour l'illustration également, je vous montre, c'est une étude qui a été menée sur une porte où il y avait des problèmes de non-isolation, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand il peut y avoir des caractéristiques mesurées en labo, puis sur site, ça ne marche pas de la même manière, et là le problème c'est que le son passait sous la porte. Et donc il a fallu revoir le pourtour de la porte, et notamment son seuil. Alors, tant que je vous parle des portes, et notamment en matière d'aménagement, si vous êtes amené dans des locaux à mettre des, euh, des portes vitrées, préférez les portes indiquées sur la droite plutôt que des portes coulissantes, parce que vous comprenez bien maintenant que les portes coulissantes sont des sources de fuite et de non-confidentialité des conversations. Alors la hauteur des écrans, c'est important aussi en matière d'aménagement. Vous comprenez bien que quand les écrans sont trop bas, on a des distractions sonores et visuelles, pas d'intimité, donc forcément on est moins productif. Euh, les conversations au téléphone sont difficiles parce que on dérange les collègues, et puis soi-même on est dérangé, donc c'est pas la bonne solution. Alors acoustiquement, ça c'est mieux, mais c'est pas forcément humainement top. Encore une fois, c'est une histoire de compromis. Pourquoi c'est pas top? Il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas de contact visuel possible, l'ambiance elle est oppressante. Mais vous voyez, là on a un indice d'intelligibilité qui, pour le coup, est très mauvais, et donc c'est très bon pour la confidentialité. On n'est pas gêné par ses collègues. Euh, mais vous comprenez que c'est pas la solution idéale. Donc, comme je vous disais, souvent en acoustique, c'est une histoire de compromis. Donc voilà, dans un open space, il faut privilégier des écrans de l'ordre de 1 mètre à 1,3 mètres. Voilà, où on va réussir à réduire l'intelligibilité des conversations pour pouvoir mieux se concentrer. Alors, un exemple de choses à ne surtout pas faire, hein. Là, vous voyez, non seulement on a des écrans bas, et puis en plus, les collègues sont les uns en face des autres. Là, je peux vous dire que en termes de confidentialité, c'est nul. En termes de concentration, c'est compliqué. Bref, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Euh, Ce qu'on voit parfois aussi, c'est qu'il y a des écrans qui ont été mis, mais qui ont mal été qui sont inadaptés, hein. Là, on prend l'exemple à gauche où il y a des fuites. Comme je le disais, le son, il passe là où il peut. Donc là, le son, il va passer par en bas. Puis on voit même des cas de figure où les gens font du hacking d'écran. Enfin, ils rajoutent
des structures pour réussir à s'isoler du collègue à côté. Autre cas de figure qu'on a là, c'est euh, un, un écran qui ne va pas jusqu'au bout, et donc forcément le son il s'enfuit. Donc toujours faire attention à ça. Donc ce qui est important sur les écrans, c'est pas forcément le type de matériau qui va être utilisé, c'est plutôt la hauteur. Voilà, il faut une bonne hauteur d'écran, et donc ce qu'on peut faire, c'est avoir un mix entre une partie absorbante et une partie vitrée. Alors plutôt vitrée que du plexiglas, hein. Et si la personne elle a une partie avec une vitre et une partie d'écran complètement absorbant, il vaut mieux mettre l'écran absorbant en face d'elle pour absorber au maximum le son. Voilà, donc on recommande une portion opaque de l'ordre d'1 mètre et ensuite le reste vitré pour favoriser la luminosité et le contact visuel. Voilà. Et à présent, je vais aborder le troisième point qui est le masquage sonore. Alors, qu'est-ce que c'est que le masquage sonore? Alors, sur la figure, vous voyez, je vous ai mis un robinet avec une goutte d'eau qui coule. Car probablement c'est une expérience que vous avez déjà vécue, de vous relever la nuit parce que vous étiez gêné par les gouttes d'eau d'un robinet mal fermé dans un évier. Or, curieusement, probablement que ce robinet était mal fermé avant que vous vous en rendiez compte. Et ce qui fait que vous vous en êtes rendu compte, c'est que vous vous êtes retrouvé dans un contexte super calme avec l'envie de vous endormir, et d'un coup, le moindre petit bruit vous apparaît gênant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système auditif s'ajuste à l'environnement. Ainsi, quand on est dans une pièce silencieuse, notre seuil d'audition va baisser et la moindre distraction sonore va nous déranger. Et donc, par exemple, le bruit d'une goutte d'eau tombant dans un évier. Donc, si nous sommes dans un environnement moins silencieux, notre cerveau ne va pas se faire percevoir cette distraction sonore. C'est pour ça que un robinet qui fuit dans la journée, ça ne vous gêne pas. Voilà. Donc en fait, le masquage sonore, c'est un principe psychoacoustique, c'est une manière de fonctionner de notre cerveau. Et pour l'anecdote, le MP3 est basé sur le principe de masquage sonore. C'est-à-dire que comme le cerveau n'entend pas certains sons, c'est inutile de les reproduire, et donc le principe du MP3, c'est d'enlever les sons que l'audition humaine n'entend pas. Donc, en fait, on leurre le cerveau. C'est comme si on faisait une illusion auditive. Donc, vous voyez, là, sur la gauche, vous avez le bruit de fond dans un bureau qui varie. Et donc, c'est ça qui gêne, hein, c'est le fait que d'un coup, on entend des choses. Et donc, on a un son de fond sans masquage. Et donc, le principe, c'est d'émettre un son doux, neutre, non dérangeant, afin de masquer toutes ces distractions sonores, telles que les conversations indésirables, les claviers et les imprimantes. Donc, il en résulte une impression de confidentialité, de calme, favorisant la concentration et la productivité. Donc, voilà, vous avez une ambiance acoustique qui devient alors plus homogène et semble plus feutrée. Alors, il faut bien voir ça comme un outil complémentaire, notamment pour les acousticiens, pour apporter du confort et notamment pour apporter d'agir sur l'intelligibilité des conversations. C'est vraiment fondamental cet aspect-là, parce que en France, on a souvent tendance à faire des bureaux très silencieux, et de fait, on augmente l'intelligibilité des conversations, et dans des cas de figure, on n'a pas envie que ces conversations soient intelligibles. Dans n'importe quel type d'activité, mais plus spécifiquement pour les entretiens ressources humaines comme je parlais, mais également dans les cabinets d'avocats où on a eu l'occasion d'intervenir, dans les ministères, dans les hôpitaux, pour le confort du patient, de ne pas se retrouver à entendre ce qui se passe dans les pièces à côté, est quand même plus rassurant pour un patient qui est dans une situation de stress dans un hôpital. Donc vous voyez là sur la gauche, pas de masquage sonore, une personne parle, il gêne tous ses collègues à côté. Pourquoi? Parce qu'on comprend ce qu'il raconte. Et c'est ça qui est gênant, c'est de comprendre ce que la personne raconte.
Et là, sur la droite, eh bien, moins d'intelligibilité grâce au masquage sonore, et les personnes qui se trouvent à quelques bureaux ben, ne sont pas gênées par la conversation de la personne. Alors tout ce que je vous raconte, il y a des études hein, qui ont été menées euh, qui prouvent ce meilleur confort pour, euh, pour les collaborateurs, même si ça paraît contre-intuitif de rajouter un son, mais en fait on l'oublie très vite. Et souvent dans les bureaux où on met du masquage, puis les gens se sont habitués, puis ensuite on l'enlève, d'un coup ils se plaignent parce que bah, d'un coup ils réentendent tout le monde. Quoi. Voilà. Donc il y a, il faut, bien entendu quand on est dans des bureaux où on avait l'habitude d'avoir un contexte très calme, bah, il y a une acclimatation à avoir, mais très vite on oublie ce son de masquage. Alors voilà comment ça se passe hein, quand on intervient sur un projet de masquage. On met des différents haut-parleurs, alors généralement dans les hauts plafonds, dans les faux plafonds, pardon, dans les faux plafonds, avec un contrôleur qui va gérer tout ça. Vous avez des petits microphones là, au bout des fils verts. Enfin, ce sont des senseurs, hein, on n'enregistre pas ce qui se passe, hein, c'est des senseurs qui contrôlent le niveau de bruit de fond et qui vont le réajuster en fonction de l'ambiance, hein, parce que vous comprenez bien qu'en début de matinée, s'il n'y a pas beaucoup de personnes, on va mettre des niveaux de masquage un peu plus faibles par rapport à 10-11 heures du matin où l'ensemble des collaborateurs sont là. Alors ça, ce fait de régler de manière active le masquage, c'est un brevet de SoftDB, c'est vraiment quelque chose qui est unique et qui est important lorsqu'on propose du masquage sonore. Là, c'est un autre contexte où, vous voyez, on a mis deux contrôleurs parce qu'on avait plusieurs bureaux à gérer. Euh, Lorsqu'on reçoit un projet, voilà, sur la base du plan de masse, on fait une étude et on va proposer différents types de configurations, différentes positions de haut-parleurs. Et vous voyez là, c'est un cas de figure de cabinet d'avocat où il y avait à la fois bah, des open space où il fallait qu'on apporte une solution pour le confort des salariés, pour pas des collaborateurs, pour pas qu'ils se dérangent entre eux dans les open space. Et puis vous voyez dans la zone en vert, là on a des bureaux où il y a des enjeux de confidentialité, vous imaginez bien, dans un cabinet d'avocats. Et donc le matériel qu'on installe, ben, il y a toute une série de haut-parleurs donc, qui ont été développés pour répondre à différents types de contextes d'architecture des locaux. Et donc on va apporter, on va mettre de préférence ben, le haut-parleur qui est au centre, hein, qui se met notamment dans les faux plafonds. Mais voilà, on a d'autres types de haut-parleurs pour répondre à toutes les configurations. Sur la droite, vous avez ben, quelques contrôleurs et puis ce fameux senseur dont je vous parlais pour le masquage actif. Alors moi, une fois que l'installateur est venu mettre tout ça de manière très propre, ben moi je viens faire dans chacune des pièces une calibration pour optimiser le masquage sonore dans chacune des pièces. Et donc, bah, le masquage actif, ensuite, alors on n'est pas obligé de le mettre, hein, ça va dépendre des contextes, on le met plutôt dans les open space, mais le masquage actif, voilà, comme je vous l'ai expliqué, il va permettre d'ajuster en temps réel le niveau de masquage en fonction du bruit de fond effectif dans le lieu. Et donc, si vous devez retenir une chose du masquage sonore, c'est que ça apporte deux choses. La première, c'est une réduction des distractions dans les espaces à air ouverte, les open space, et ça apporte une confidentialité des conversations en bureau fermé sans forcément mettre des cloisons super épaisses pour garantir cette confidentialité. Et donc, en 6 points, le masquage sonore, c'est émettre un son neutre, uniforme, non dérangeant, qui va masquer les conversations indésirables et tous les autres bruits nuisibles, qui va augmenter la confidentialité, qui va améliorer le confort acoustique, réduire le stress des collaborateurs et bah, potentiellement, vous n'aurez pas des collaborateurs qui vont se plaindre parce qu'ils n'arrivent pas à bosser.
Alors, un petit mot sur le Flex Office, hein, puisqu'on le voit de plus en plus arriver, ça, et ben, le fait qu'on ait un masquage sonore adaptatif actif, ben, c'est d'autant plus, ça s'applique d'autant plus dans le cadre du Flex Office, où les conditions acoustiques sont amenées à complètement changer d'une journée à l'autre, puisqu'on ne va pas avoir les mêmes collaborateurs dans le lieu. Quelques références. Alors sur la gauche, c'est les références de SoftDB qui fait des installations dans le monde entier, avec des grands noms, comme vous pouvez le voir, et puis S-Acoustics, qui est créé depuis un an. On a eu déjà l'occasion de faire quelques installations, aussi bien chez WeWork, où il y a des open space, que dans des cabinets d'avocats. On va intervenir dans des hôpitaux également. Donc c'est quelque chose qui pas à pas prend en France. Alors pourquoi il n'y avait pas forcément de masquage sonore en France? C'est un peu culturel. On forme les acousticiens à contrôler le son et donc à faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit. Euh, mais les acousticiens qui interviennent dans l'architecture des bureaux ont quand même cette sensibilité-là, cette fibre-là, où le confort, le bien-être des collaborateurs, c'est vraiment une question de compromis. Sachez que en Amérique du Nord, il y a des certifications où on demande de mettre du masquage sonore. Vous voyez, il y a la certification LEED, où les niveaux sont spécifiés. Il y a une autre certification, la certification WELL, où il y a une recommandation de masquage pour les open space et les bureaux fermés. Donc vous voyez, c'est euh, c'est quelque chose qui est très courant dans le monde, et je me tiens à votre disposition pour mettre ça en place en France avec vous. Donc voilà, en conclusion, l'environnement sonore, vous avez bien compris, c'est un facteur majeur de bien-être des collaborateurs. Donc, lorsque vous pensez conception de bureau, pensez, si vous êtes complètement au début de votre chantier, n'hésitez pas à faire appel à un cabinet d'acoustique pour vous accompagner, pour éviter des grosses erreurs. Pensez à ce que je vous ai expliqué sur, euh, sur des petites choses de base à faire, comme la présence de matériaux absorbants, l'insonorisation des parois. Pensez aux conditions de bruit de fond, hein, et puis également l'aménagement des postes de travail qui est vraiment fondamental. Parce que, vous l'avez bien compris, un environnement de bureau acoustique confortable fait que les collaborateurs sont plus heureux et sont évidemment plus productifs. Voilà pour ce webinaire. Si vous avez des questions à me poser, voilà, vous avez mes coordonnées, adresse courriel, numéro de téléphone. N'hésitez pas, je serai ravi de vous accompagner dans vos projets, aussi bien si vous êtes un cabinet d'acoustique. Hein. Moi, mon métier, je ne fais pas de l'acoustique des locaux, mon métier est d'intervenir spécifiquement sur la partie masquage. Et si vous êtes un aménagement, quelqu'un qui aménage des, euh, des, des bureaux d'entreprise et que vous voulez compléter ce qui a déjà été fait, je me tiens à votre disposition également. Et si vous êtes designer, architecte, voilà, pensez qu'il y a aussi le masquage sonore. Vous pouvez recommander lorsque vous faites vos préconisations, quand vous réfléchissez, quand vous travaillez sur un dossier. Voilà, je vous remercie de votre attention